Ok, donc avant la pause, donc on a d'une part vu un petit peu comment chercher les références biblio, essayer de se repérer dans la jungle pour retrouver les mêmes, dans cette multiplication d'articles pour essayer de trouver les bons et essayer d'avoir accès, hein, avec les problèmes d'accès à la documentation scientifique que vous avez ici, qui est une vraie contrainte. Mais encore une fois, il y a de plus en plus de ressources disponibles en ligne, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller voir dans les bibliothèques ce qu'il y a. Hein. Quelquefois on dit si c'est pas sur Internet, ça n'existe pas. Non, non. Il y a, il y a des bibliothèques, il y a des centres de documentation. On a vu l'autre jour qu'effectivement, c'est pas parce qu'un article a 15 ans qu'il est obsolète et que ça ne vaut pas le coup de le lire. Hein. Les articles peuvent être utiles pour vous. Il y en a qui datent d'il y a 3 ans, si vous y avez accès. Il y en a qui datent de 10 ans, et il y en a peut-être qui datent de 50 ans. Hein, tout dépend de votre sujet. Donc, ne négligez pas non plus les bibliothèques, ne négligez pas les revues qui sont en papier au centre de documentation ici, parce que même s'ils n'ont pas les numéros récents, dans les numéros plus anciens, vous pouvez trouver les articles fondamentaux dont vous avez besoin. Et puis donc on a discuté de la gestion des références bibliographiques avec du coup ces logiciels et l'utilité de ces logiciels de gestion. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin dans la pause? Non? Vous vous sentez à l'aise? Vous savez comment y aller? Ok. Donc, on a vu que un des usages, l'investissement dans la bibliographie, c'est beaucoup en amont de la recherche, en tout cas en amont du terrain, hein, pour vous situer dans un centre de recherche, pour construire votre problématique, pour choisir votre questionnement, pour construire votre démarche de recherche. Maintenant, il y a une autre utilisation qui est en aval dans l'analyse, l'appui à l'analyse et dans l'écriture. Alors, l'appui à l'analyse, on va en parler là. Il y a des séances spécifiquement sur l'analyse, mais pour interpréter vos données, bah, vous allez aussi retourner à certaines références bibliographiques pour voir et mettre en perspective et montrer dans quelle mesure ce que vous trouvez là dans votre terrain de recherche correspond, corrobore, conforte des choses qui ont déjà été montrées, ou au contraire mettre en évidence des éléments nouveaux, originaux, qui sont importants à bien mettre en avant. Donc on a vu tout au début que vraiment, les sciences sociales fonctionnent beaucoup par comparaison. Hein, c'est dans la comparaison de situations que l'on peut faire émerger des mécanismes, des dynamiques ou des spécificités liées au contexte, et que cette comparaison, elle ne se fait pas seulement dans la recherche elle-même, avec la comparaison de plusieurs cas, elle se fait aussi dans la mise en perspective par rapport à ce qui a été étudié ailleurs, par rapport à ce qui a été écrit sur d'autres cas, d'autres situations ailleurs, avant, qui permet aussi de comparer, de mettre en perspective, soit effectivement par rapport à ce qui a été dit ou écrit sur d'autres sites d'enquête au Sénégal, d'autres sites d'enquête ailleurs dans le monde, ou alors sur ce qui a été écrit avant et qui permet de mettre en évidence des changements, des dynamiques de changement. Hein. Donc la littérature, elle sert à faire cette double comparaison. Est-ce que les comportements électoraux que j'observe sont les mêmes que ceux qui ont déjà été étudiés ailleurs au Sénégal? Est-ce que les comportements électoraux qu'on observe au Sénégal sont différents de ce qui se passe ailleurs en Afrique?
Est-ce que c'est différent et jusqu'où de ce qui se passe aux États-Unis, en Inde ou en Belgique, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça permet de comprendre de la vie politique au Sénégal. Et encore une fois, ça peut être aussi dans les dynamiques. On en parlait sur l'élevage hier. En quoi est-ce que les stratégies d'adaptation des pasteurs, aujourd'hui, sont différentes de celles qui avaient été analysées en 2000 par Touran, en 85 par Barry, en 90 par Santoire. Et c'est bien donc du coup cette comparaison dans le temps, du coup, vous n'avez pas la possibilité de reconstituer quelles étaient la situation et les dynamiques il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Par contre, il y a des gens qui y ont travaillé à l'époque. Donc ils ont dit des choses. Peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes questionnements, mais peut-être aussi que du coup ça vous permet de mieux comprendre dans quelle mesure ce que vous observez aujourd'hui est finalement la continuité d'une histoire longue ou révèle des changements, des ruptures, des mutations. Donc c'est là que la confrontation de vos données et de ce que vous analysez dans un espace donné, dans un lieu et dans une tranche de temps limitée, c'est cette comparaison avec ce qui est écrit dans la littérature qui vous permet de mettre en évidence, encore une fois, des spécificités, des continuités, des nouveautés, et qui vous permet de structurer votre analyse. Donc dans l'interprétation des données, vous allez à certains moments retourner dans vos notes de lecture, dans vos fiches de lecture, pour dire, mais ça, est-ce que Touran en parlait déjà, ou est-ce qu'à l'époque ça n'existait pas, est-ce que telle forme de comportement électoral, est-ce qu'il y a la même chose au Bénin? Est-ce que, je dis n'importe quoi, le fait que les électeurs peuvent prendre l'argent et ne pas voter pour celui dont ils ont pris l'argent, par exemple, est-ce que ça a déjà été montré ailleurs? Est-ce que c'est les articles sur le Bénin, sur la sociologie électorale au Bénin, est-ce qu'ils se sont posés cette question-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le sujet? Ok. Donc vous voyez comment dans l'analyse des données, pour leur donner sens, pour l'interpréter, vous avez besoin aussi de mobiliser vos lectures, le souvenir que vous en avez, mais surtout retourner à vos notes de lecture, où là vous avez bien noté ce qu'un tel disait sur le sujet. Et peut-être vous allez vous apercevoir que là vous avez une question que vous n'aviez pas traitée au départ, sur laquelle vous n'avez pas de notes de lecture, et que du coup vous allez spécifiquement faire une petite recherche bibliographique sur le sujet. Si par exemple cette question comment votent les électeurs qui ont accepté de l'argent, si vous ne l'aviez pas intégré au départ dans votre questionnement, au moment de l'analyser, vous dire mais ça, est-ce que ça a déjà été vu, est-ce que ça a déjà été analysé? À ce moment-là, vous allez faire une recherche bibliographique spécifique pour essayer de voir si y a eu des publications sur ce sujet-là, qui vont vous aider à interpréter ce que vous avez vu et, encore une fois, en mesurer l'originalité ou la spécificité. Ouais. C'est clair, ça? Oui. Ok. Et ensuite, à la fin, enfin, dans l'écriture ensuite, vous allez mobiliser ces références, celles que vous avez utilisées, vous allez les mobiliser dans l'écriture. Vous allez mobiliser à l'appui de votre chapitre de problématique, votre chapitre d'état de l'art. Là, vous allez faire ce bilan que vous avez fait dans vos lectures initiales, vous allez le formaliser, vous allez le rédiger, ou le reprendre si vous l'avez déjà rédigé. Et donc là, à l'appui de ce que vous dites, vous allez mobiliser des citations, des références à des auteurs, voire des citations d'extraits de texte en tant que tel. Quand vous êtes dans la partie analytique, vous allez aussi mobiliser ces références pour dire eh bien, j'ai observé que les électeurs disaient, dans les entretiens, les électeurs disent qu'effectivement, le fait de prendre l'argent ne les empêche pas de voter pour quelqu'un d'autre.
eh bien, ceci correspond ou c'est différent de ce qui avait été observé au Bénin par un tel 2012 qui, lui, avait trouvé ça. Alors, il y a une règle dans justement la façon de citer, c'est que on a déjà évoqué ça avec la question des logiciels. Hein, il doit y avoir une correspondance entre les références qui sont dans le texte et les références qui sont dans la bibliographie. Hein, toute référence qui est dans le texte, il doit absolument y avoir la référence bibliographique complète dans la bibliographie. Et inversement, en général, on dit que vous ne citez pas en bibliographie des documents que vous n'avez pas utilisés. Parce que sinon, c'est facile de mettre une bibliographie longue comme ça, avec des tas de trucs que vous avez rappelés sur Internet, vous ne savez même pas ce que c'est, vous ne les avez pas lus. Et ça ne fait pas illusion très longtemps. Et on va vous dire, non, mais attendez, vous nous mettez plein de trucs, je suis à peu près sûr que vous ne les avez pas lus. Hein. Donc le principe de base, c'est quand même, effectivement, vous ne mettez dans la bibliographie que les documents que vous avez utilisés. Vous les avez utilisés pour construire votre problématique. Peut-être vous avez utilisé pour dire, il y en a qui ont travaillé comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Mais si vous dites, Monsieur X a travaillé comme ça, c'est pas ça que je veux faire pour telle et telle raison, à ce moment-là, vous mettez la référence de Monsieur X dans la bibliographie. Parce que vous l'avez utilisé, vous l'avez cité. Si vous l'avez lu, mais que finalement, ça n'a pas d'intérêt ou ça n'est pas dans votre sujet, vous ne l'avez pas utilisé, vous ne le mettez pas dans la bibliographie. Ouais. Je suis en train de lire cet ouvrage. Je vais dire que vous avez donné une définition. Ouais. N'importe quelle définition. Et vous avez cité, présenté, vous avez utilisé la référence. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas lu ce que vous donnez. Si j'ai besoin de cette définition, donc, est-ce qu'après je peux mentionner la référence que vous avez donnée? Oui, mais vous mentionnez cité dans la Vigne d'Elleville 2015, quoi. Page temps. Pour bien dire qu'effectivement, ce n'est pas vous qui êtes allé sur la citation originale, mais vous l'avez emprunté à l'article qui a cité, quoi. Donc ça va être, je ne sais pas qui, l'ASCOUM 98, page 32, cité par la Vigne d'Elleville 2017, page 28. Vous voyez, comme ça, c'est rigoureux. Vous vous appropriez pas ça, vous ne l'avez pas lu. C'est juste cet extrait-là pris à tel endroit. Et à ce moment-là, si effectivement la Vigne d'Elleville a mal fait la référence, s'il a tronqué la citation, c'est pas vous qui avez fait l'erreur, c'est lui. Donc c'est clair. Donc à la fois, vous ne prétendez pas avoir lu l'ensemble du document et choisi vous-même la citation. Donc vous êtes honnête là-dessus, et éventuellement, si la citation est tronquée ou partielle, etc., vous vous protégez en disant c'est lui qui l'a fait comme ça. Vous voyez? Ouais. On n'a pas forcément intégré dans notre texte. Est-ce qu'on va le citer dans la Bible ou pas? Ben, si vous l'avez lu et qu'il vous a été utile, à ce moment-là, dans la partie méthodo ou dans la partie problématique, vous allez le mentionner quelque part. Oui, parce que sinon, il n'a pas de raison d'être dans la bibliographie à la fin. Vous voyez? Et ça peut marcher dans les deux sens. Dans votre première rédaction de la problématique, vous ne l'avez pas cité. Vous dites, ah bah zut, quand même, ça serait quand même bien que ça soit dans la biblio. Bah, vous allez regarder à quel endroit c'est possible de rajouter la référence dans la problématique pour qu'il y ait ce lien-là. Et vous allez dire, mais finalement, à quoi est-ce qu'il m'a servi? À quel moment? Dans quelle étape du raisonnement? Dans quel morceau de ma problématique? Et là, vous allez dire, bah oui, c'est là que je vais le citer. Et peut-être vous allez citer la référence globale, pas la page précise. Mais en tout cas, vous reconnaissez que ça vous a été utile
en le mettant dans la problématique, la partie problématique ou dans la partie méthodo, quoi. Okay. Donc évidemment, il faut citer avec précision. Hein. Si vous dites, je ne sais pas, si vous faites référence vraiment à une idée particulière, vous n'allez pas citer le bouquin entier, quoi. Donc c'est tel bouquin, page 372. Si vous dites, je ne sais pas moi, je n'ai pas d'exemple là-dessus. Si vous dites au Bénin, je continue sur l'idée, hein. Si vous dites au Bénin, le 12% des électeurs n'ont pas voté pour leur parti correspondant à leur zone d'origine, vous n'allez pas dire un tel sociologie politique au Bénin. Parce que c'est un tout petit bout que vous mentionnez, l'idée que vous mentionnez, c'est un tout petit bout du bouquin. Donc là, il faut référencer au chapitre, à la page en question. Si vous êtes sur, si ce que vous citez, c'est le titre de l'article de Olivier de Sardan et Elad Zlagobi qui dit est-ce que la gestion communautaire sert à l'intérêt public sur la gestion des forages, bon, ben là, vous allez citer l'article en lui-même, vous n'allez pas citer la page temps, parce que c'est l'article en lui-même qui traite de la question. Donc, selon les cas, effectivement, vous allez mettre la référence de l'article du livre, sans précision particulière. Dans d'autres, vous allez mettre la citation avec la page, sans recopier des phrases spécifiques. Et dans certains cas, vous allez faire une citation complète, un extrait de quelques phrases, avec du coup forcément aussi la page précise d'où ça vient, pour que le lecteur intéressé puisse retourner à l'article en question et retourner directement à la page en question et puis voir comment c'était dit, dans quel contexte, qui y avait autour, etc. Donc la citation, ça peut être simplement auteur-date, ça peut être auteur-date, page-temps, ou page temps à temps, si c'est une section, hein, page 27 et suivante, ou page 27 à 52, selon que c'est un morceau là où tout a été étudié, et ça peut être aussi une citation littérale, hein, où à ce moment-là, il faut forcément la page exacte. Ok ? Et donc vous voyez bien que s'il s'agit de citer la page exacte, et bien encore une fois, si vous n'avez pas fait ça rigoureusement dès le départ, et ben c'est à la fin où vous devez retrouver le document, replonger dedans, refaire sur une recherche si vous l'avez en PDF, relire pour retrouver. Donc vous allez y passer un temps fou. Si dès le départ, dans votre fiche de lecture, vous avez fait ça sérieusement, avec le résumé, les différentes parties du texte, telle idée c'est à telle page, ensuite il y a telle idée à telle page. Si vous avez recopié les citations qui vous intéressent avec la page, alors vous n'avez pas de difficulté à le faire de façon propre et rigoureuse. Hein? Donc vous voyez, j'insiste encore sur l'enjeu de faire de façon la plus rigoureuse possible et plus complète possible ce travail quand vous lisez. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être ensuite coincé. Vous allez ne pouvoir faire que des références très globales sans pouvoir mentionner effectivement vraiment l'idée précise. Vous n'allez pas pouvoir citer la page en question. Et si vous faites des citations au sens propre du terme, des extraits du texte, là, il est absolument indispensable d'avoir toujours la page qui correspond. Et si vous ne l'avez pas noté, vous allez perdre un temps fou à courir pour retrouver ça. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire ces notes de lecture détaillées, précises, on l'a dit, hein, parce que vous ne réutiliserez pas tout, évidemment, mais d'une part, dans votre façon de lire, de comprendre les textes, de structurer vos idées, c'est très important, et c'est très utile, c'est pas du temps perdu. Il vaut mieux lire moins, mais des articles bien sélectionnés et vraiment bien les travailler,
Et puis ensuite, effectivement, sinon vous allez être coincé ou avoir des problèmes au moment de l'écriture. Donc ensuite, effectivement, il faut choisir les extraits à citer, les références, et ça, vous n'allez pas mettre tout, évidemment. Vous allez choisir en fonction de ce qui vous paraît le plus pertinent, enfin ce qui est indispensable quand il y a des définitions, quand il y a des schémas d'analyse qui vraiment renvoient à un auteur, là il faut absolument le citer. Et puis, ce qui vous paraît le plus pertinent pour votre analyse ou votre démonstration. Donc, le but, c'est pas de faire des citations tout le temps et d'en mettre 50 par page. Hein, c'est qu'elles soient bien choisies, qu'elles soient pertinentes, qu'elles viennent bien à l'appui de votre démonstration. Qu'elles rendent justice à ceux qui ont bossé avant et que vous avez utilisés, d'une part, et que d'autre part, ça vienne en appui à votre analyse. Et encore une fois, selon les cas, vous allez choisir si vous faites simplement une référence globale au manuel dans la méthodo, si vous allez faire référence au chapitre sur la lecture, page temps à temps, ou si c'est simplement citer une certaine souplesse méthodologique est certes souhaitable, et les directives et conseils présentés ne doivent pas être appliqués de manière fétichiste ou ritualiste. Et bien dans ce cas-là, si vous reprenez cette phrase-là, vous allez dire c'est dans le manuel de sciences sociales, page 204. Parce que c'est un extrait précis que vous citez de façon mot à mot, et dans ce cas-là, effectivement, il faut dire où vous l'avez trouvé. Et vous ne pouvez pas vous contenter de dire c'est quelque part là-dedans, débrouillez-vous pour le retrouver. Ok. Alors, oui, puisque je suis là-dessus, par une petite question précise comme la vôtre, là en l'occurrence, j'ai la citation exacte, c'était les directives et les conseils présentés dans cet ouvrage. Si je cite ça, je ne vais pas reprendre dans cet ouvrage, parce que c'est l'idée de la souplesse méthodologique. Et vous savez comment on fait dans ce cas-là? Voilà, crochet, petit point, pour dire qu'il y a une partie là que vous n'avez pas recopiée, que vous avez supprimée. Donc, crochet, petit point, quand vous avez supprimé certains mots. Si vous avez rajouté des mots de liaison, là vous les mettez aussi entre crochets, hein, pour bien distinguer ce qui est vraiment de l'auteur que vous citez et de ce qui est les modifications que vous avez apportées pour que ça soit plus pertinent, pour que ça rentre dans le texte. Hein, donc vous pouvez le faire à condition de bien mentionner précisément qu'est-ce que vous avez emprunté, qu'est-ce que vous avez modifié de cette citation. Ok. Alors, prenons un petit exemple, toujours le mémoire martyr que j'avais vu l'autre jour et que j'ai pris quelques photos. Alors, le sol foncier, nous pouvons également accepter la définition de Fatudiopsal 2000 du sol foncier comme l'ensemble des rapports entre les hommes concernant la terre et les ressources naturelles. Ainsi, le foncier n'est pas seulement un bien économique, une marchandise, etc. Est-ce que ça, vous pensez que c'est une bonne citation? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ouais. C'est pour avoir l'habitude de faire la méthode à l'action, de l'action, de ça. C'est de mettre en Italie les citations. Ouais. Dans ce cas, il y a un fait. Ouais. C'est juste de marque. Ouais. Il n'y a pas de numéro de page, effectivement. Le renvoi. Le renvoi. Le choix. Là, c'est après naturel. Combien de renvois dans ce page? Ah oui. Oui, après ça, selon les cas, soit on met effectivement la référence comme ça, soit nous pouvons accepter le
considérer le foncier comme, avec ensuite une note de bas de page, et puis là, facture dorsale, etc. quoi. Ça, c'est des conventions, quoi. Vous vouliez dire quelque chose aussi? Ah, c'était ça aussi. Ok. Ouais. Est-ce que la référence peut être définie à la fin de la citation Bah, là, ça dépend de la phrase. Comme c'est effectivement la citation de Fatou Diopsal, c'est là où vous mettez la référence. Si c'était dans ce travail, je prends comme définition du foncier l'ensemble de là, à ce moment-là, c'est là que vous allez mettre entre parenthèses Diopsal 2000 et numéro de page. Ok. Il y a un autre point que vous n'avez pas mentionné, c'est que bon, ça en fait, c'est une définition de base en sens social. Ce ne sera pas celle des juristes, mais c'est une définition de base en sens social. Donc, elle a été posée depuis. Hein, et je ne connais pas le texte de Fatou Diopsal en question, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas elle qui a posé cette définition-là. C'est une définition qui est posée depuis. J'utilise tellement que je ne sais même plus, je ne saurais même pas vous dire quel est l'auteur de référence. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Fatou Diopsal. Donc certes, elle l'a dit. Donc c'est pas faux de dire que ça, vous l'avez emprunté à Fatou Diopsal. En même temps, c'est pas elle l'auteur de référence sur le sujet. Cette définition-là, elle est bien plus ancienne. Elle a été posée bien avant. Donc logiquement, elle a dû citer les auteurs chez qui elle a emprunté. Et vous vous souvenez, hein, revenir un peu aux sources. Hein, en lisant son texte, vous auriez dû vous dire bah, d'où est-ce qu'elle sort cette définition-là, c'est qui, ah, peut-être que c'est Étienne Leroy, peut-être que c'est d'autres, et remonter à la source. Hein, c'est pas faux, mais c'est pas pertinent. C'est pas cette référence-là qui est pertinente sur ce sujet-là. Ok. Et puis voilà. Et puis, donc là, l'avantage, c'est une définition, donc il faut en avoir une claire. Il y a quelques fois, je me souviens d'un étudiant, c'était, grosso modo, c'était le foncier est un sujet très complexe, entre parenthèses, la Vingalville 98. Bon, je ne sais plus si je l'ai écrit en 98, mais ça, par contre, il n'y a pas besoin de référencer, c'est de la common knowledge, c'est tout le monde le sait. C'est surtout pas moi qui l'ai dit le premier, mais voilà, là, il n'y a pas besoin de référencer. Et j'espère qu'il y avait des choses un peu plus pointues à tirer de ce que j'avais écrit à cette époque-là pour citer. Quoi. Vous voyez, donc là, il y a la référence. On va dire, ah bah oui, celle-là, c'est une bonne référence, peut-être, mais c'est pas la bonne citation ou la bonne façon de citer, parce que ça, c'est trop général pour justifier le fait de mettre une référence derrière. Et inversement, s'il a vraiment lu, j'espère qu'il a tiré un peu plus de choses que ça, et des choses plus précises qu'il peut, du coup, utiliser. Quoi. Alors, la deuxième, c'est un peu en bas. Les systèmes fonciers comprennent à la fois l'ensemble des règles attachées à la terre et ses ressources, et qui ont continué à évoluer et qui prennent racine dans les institutions et les relations qui déterminent la mise en œuvre et l'application pratique de ces règles. Essling, une erreur là, il n'y a pas de N. Essling et bas, 1994. Même question, est-ce que c'est une bonne citation? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? La méthode choisie avec la Diopsal de l'île et l'autre méthode, est-ce qu'il n'y a pas de guillemets déjà, il n'y a pas de renvoi non plus. Est-ce que ça soit cohérent par rapport à l'autre, par Diopsal en parenthèse de l'île, est-ce qu'il n'est pas en parenthèse 1994?
Plus fort. La citation est avec bien faite. Est-ce que- La personne a utilisé à l'auteur date comme ça, et c'est l'idée de l'auteur qui l'a Ouais. dans l'Internet. Ouais. Donc c'est pas un fait termique Ouais. Ouais. c'est l'idée Ouais. Effectivement, c'est l'idée, c'est pas une citation littérale. Mhm. Là aussi, il y a un petit problème pour harmoniser par rapport à ce que nous faisons. Mhm. Ça, c'est dans le cadre général. Certains collègues adoptent, choisissent la méthode anglaise, d'autres la méthode française. Mhm. Et il y a lieu de stabiliser les normes de définition. Ça, c'est vraiment le point. Ok. Donc, déjà, rigueur, il y a une faute dans le nom. Bon, donc question de rigueur. Le fait que ça soit Eslingueba 94, en fait, c'est normal parce que là, c'est la définition de, donc le nom est intégré dans la phrase, alors que là, le nom n'est pas intégré dans la phrase. Donc c'est pour ça que du coup, le nom apparaît dans la parenthèse. Et là, comme il vient d'être dit, on ne va pas mettre la définition de Fatou Diopsal ou Diopsal de Mélie. Ça n'aurait pas de sens de le redire deux fois. Mais donc c'est la même logique auteur-date, sauf qu'effectivement là, on ne va pas le mettre puisqu'il est juste avant. Il est juste avant parce qu'il fait partie de la phrase. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, vous l'avez bien dit, effectivement, c'est l'idée générale, c'est pas une phrase exacte. Hein, et du coup, ça pose la question de quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre. Et voilà. Et je pense que sur un sujet comme ça aurait été bien, si possible, de trouver une phrase, une vraie citation. Parce que, du coup, l'ensemble des règles attachées à la Terre et source, c'est vrai, qui ont continué à évoluer et qui prennent racine dans les institutions de relations qui déterminent la mise en œuvre de l'application pratique, c'est une phrase un peu compliquée, quoi. Il y a beaucoup de dimensions. Et donc, effectivement, il faudrait relire la source pour savoir est-ce qu'à un moment, il y a une vraie définition telle-même, ou est-ce qu'effectivement, l'auteur, là, rassemble des éléments et essaie de synthétiser l'idée globale du texte. Et devant on va revoir les références exactes. Ah bah, à la fin, il y a la bibliographie, à la fin dans la logique auteur-date, il y a la référence, la bibliographie est à la fin, en je suppose. Ouais. Oui, mais anonyme. Bah, soit c'est un rapport, et dans ce cas-là, c'est l'institution qui l'a produite. Donc ça va être le nom du bureau d'études ou le nom de la direction ministérielle. Donc c'est un auteur institutionnel et pas un auteur, une personne physique. Ou alors sinon, s'il n'y a vraiment pas d'auteur, vous mettez anonyme. Anonyme. SD sans date. S.D. sans date. S'il n'y a pas de lieu, S.L. ça veut dire sans lieu. Vous ne savez pas si c'était fait à Dakar, à Cotonou, à Washington ou à Kuala Lumpur. SL sans lieu. Ok. Voilà. Alors, oui, donc là aussi, il n'y a pas de règle absolue. Hein. C'est vraiment qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pertinent. Est-ce que vous êtes sur l'idée générale? Est-ce que vous êtes sur des citations précises? Il faut être le plus précis possible, mais en même temps, vous n'allez pas, chaque phrase, mettre une citation derrière. Alors du coup, une question, c'est, on voit, mais il y a des choses qui ont déjà été dites par des gens, par plein de gens, et du coup, à quel moment on fait inconsciemment peut-être du plagiat. Et ça, c'est une question compliquée, mais importante à prendre en compte. Le plagiat, j'ai
j'ai pas mis la source. C'est pas bien. Bah voilà. Bah voilà. J'aurais dû mettre la source ici. J'ai fait après, vous voyez, comme quoi. Hein. Après, vous allez voir, j'ai fait exprès à chaque diapo, et là, je l'ai pas fait. Donc, le plagiat consiste à copier ou à fortement s'inspirer d'un écrit d'un auteur sans citer. Effectivement, c'est une faute déontologique grave, et surtout avec l'informatique et le copier-coller, ça a tellement favorisé le plagiat que de plus en plus de revues et d'universités sont extrêmement vigilantes là-dessus. De plus en plus de revues passent systématiquement les articles qui leur sont soumis au logiciel anti-plagiat. Il y a des logiciels qui vont chercher partout pour voir les correspondances et jusqu'où ce qui est écrit là est déjà quelque part ailleurs. Et il y a de plus en plus d'universités qui passent tous les mémoires d'étudiants, voire même les rendus, au logiciel anti-plagiat. Oui. On fait jamais de citation de 3 pages. Ça, c'est évidemment, si vous dites un tel page temps à temps, c'est pas faux, mais là, c'est plus du travail personnel, quoi. Vous voyez. Et voilà, non, mais quelquefois, c'est grave. Il y a eu un cas, il y en a sûrement d'autres, mais il y a un cas dont j'ai entendu, dont je connaissais des gens concernés au Sénégal, une thèse où il y avait plus d'un tiers du document de thèse qui était repris quasiment mot pour mot d'autres travaux, sans citer. Donc évidemment, ce gars-là, il n'a pas eu sa thèse, il est grillé. Alors, oui. Donc c'est quelque chose auquel il faut être effectivement très vigilant. Et en même temps, c'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, il y a des tas de phrases, d'expressions, des choses comme ça, sur lesquelles, soit on a lu, on s'en est imprégné, et finalement on le ressort sans se souvenir que c'est un tel, dans tel article qu'on l'a trouvé. Soit il y a des choses qu'on ne va pas, on va pas réinventer complètement des façons de dire des choses. Et donc, c'est pas toujours si simple que ça, quoi. Donc, du coup, je vais retrouver pour un petit exercice pour voir. Alors, je pense que la phrase antérieure, elle vient de là aussi. Là, c'est là. Je vais prendre plusieurs des exemples que je trouvais assez pédagogiques dans ce document-là. Alors, le texte original, c'est celui-là. Donc, vous le lisez. Et puis ensuite, il y a plusieurs propositions de texte. Et puis, on va réfléchir. Vous allez me dire si, à votre avis, c'est une citation correcte, si c'est pas bien, pourquoi, et qu'est-ce qui pose problème. Donc, je vous laisse lire l'extrait du texte original, qui vient donc d'un article sur les femmes et le processus électoral au Canada. Vous voyez pas bien? Essayez de vous déplacer. Est-ce que je peux grossir? Peut-être essayer de zoomer. Ok. C'est mieux là? Ok, donc ça c'est l'original. Vous me dites quand vous avez lu. Ah. Consistant d'ailleurs à reporter la date à la fin. Ah ouais. Donc à la fin, juste avant la page, ah ouais. le nombre de pages.
Là, il y a c'est des conventions. Voilà, C'est des conventions, donc il faut être en accord avec les conventions dans le milieu où vous travaillez, avec celles de votre université, avec celles de la revue quand vous soumettez un article. Alors, tout de suite, j'ai un problème avec le quatrième point. Ouais. Le quatrième point. Ça, c'est juste la référence. C'est par rapport à ça. C'est ça l'extrait dont on va discuter. Est-ce que les rédactions proposées par différents sont du plagiat ou pas, quoi. Enfin, en tout cas, pose problème en termes de façon de citer. Ok. Vous avez lu? Donc, du coup, ça va être moins pratique parce que l'idée c'était de comparer. Donc, je dézoome, peut-être pour voir, comme ça vous pouvez comparer plus directement. Rapprochez-vous si vous ne voyez pas de là, parce que de voir les deux en même temps est utile. Donc, est-ce que c'est une façon correcte de se référer à l'article de Janine Brody et Celia Chandler? Non? Pourquoi? Oui, vous voyez bien que c'est quasiment c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a bien qu'elle, même si, mais les femmes, la moitié de la population, contrairement plus qu'une poignée de représentants dans la classe dirigeante politique, c'est mot pour mot la même chose. Tout ça. Peu d'aspects de la société de domination, mot pour mot. Depuis quelques décennies, de plus en plus nombreuses, pourtant l'exception, exclut la colonne mot pour mot. Donc là, ça c'est complètement du plagiat. La personne qui écrirait ça s'approprie complètement des phrases entières d'un auteur sans rendre justice et sans dire qu'il l'a trouvé là. Donc ça c'est complètement inacceptable. Simplement recopier sans guillemets ni indication de source. Donc c'est pas juste le petit changement juste là qui permet d'éviter les choses. Donc ça, inacceptable. Ok? On est d'accord. Alors, deuxième... Non, c'est le même ou attendez? Ouais. Du coup, oui, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que ça vous paraît correct? Non? Pourquoi? Ouais. Dans l'autre texte, là, il laissait un peu ça. Ouais. Alors que si l'auteur n'a pas écrit ça. Ouais. Ouais. Et donc? Est-ce que c'est le texte? La moitié, Plus de la moitié ou plus de 50%, c'est quand même la même chose, quoi. Bah oui, parce qu'il y a plus de reformulation. D'accord, mais la structure des idées est exactement la même. Alors ça ne doit plus parce que j'ai des points. Mais la structure est exactement la même et c'est juste une reformulation. Donc, tout à l'heure, vous voyez, S' et bas, c'était l'idée générale, mais il y avait la référence à S' et bas 94.
Là, c'est vraiment très très fortement inspiré, juste reformulé. Les idées sont exactement les mêmes, la structuration des idées est la même, et il n'y a pas de référence. Donc là aussi, il est acceptable. Voilà. On ne peut pas simplement remplacer les mots par un autre, on ne peut pas simplement dire que je dis plus de 50% et plus de la moitié, et c'est bon, je m'en sors. Non, c'est trop facile. Ok? Alors, troisième exemple. Correct? Oui? Tout le monde est d'accord avec ça? Ou pas? Oui? Ouais. Voilà. Et bien, c'est que là, du coup, il y a la référence. Donc, je sais que c'est tiré de la page 3 de cet article-là. Donc, ça, effectivement, c'est nettement mieux que ceux d'avant. Maintenant, ça ne résout pas tous les problèmes parce que c'est quand même trop long pour ne pas être une citation complète. Alors, autant ça serait ça, seulement ça. On peut dire là, c'est vraiment une idée qui est dans cet article-là, et donc on s'en inspire. S'il n'y avait pas ça, ça pourrait aller. Parce que la page, on sait que ça référence à ça. Là, on ne sait pas à quoi correspond ça, si c'est ça, si c'est ça, si c'est le truc. Du coup, ça donne quand même l'impression que ça est de l'auteur, lui, et ça est la référence. Donc c'est quand même très trompeur. Et puis quand on est sur une paraphrase aussi forte, à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux citer intégralement, parce que du coup, on reste quand même un peu dans le flou sur qu'est-ce qu'on a emprunté, qu'est-ce qu'on n'a pas emprunté. Voilà. Donc là, c'est le document que je vous soumis, c'est tout à l'heure dans le PDF en question. Voilà. Même si l'auteur, son œuvre, les pages sont indiquées, les mots en italique sont ceux de l'auteur, ils ne sont pas placés entre guillemets. Il y a quand même une reprise très importante, hein, et qui là aurait nécessité des guillemets et une citation, soit une citation complète de ces morceaux-là, soit une citation du coup intégrale de la paragraphe. Ok? Voilà. Et ainsi, du coup, vous reprenez plusieurs extraits comme ça. En général, vous le mettez sur le premier, et puis ensuite vous mettez idem ou bid pour dire que c'est la même référence, la même page, le même. Ok? 4. Correct? Pas correct? Hein? Pourquoi pas correct? Parce que c'est deux paragraphes, deux alinéas Oui, ça c'est vrai que ça serait 3 pages, comme on disait tout à l'heure, ça serait trop. Là, ça va encore. Hein. C'est pas forcément un problème. Non, là, il y a effectivement selon Brody, donc bien référence, et puis citation intégrale de ces deux phrases-là. Hein. Vous voyez le petit crochet qui explique que la majuscule, c'est lui qui l'a mis, une nouvelle, parce que. Ah non, oui, c'est
là c'est dans la phrase, donc en fait ça serait un petit v. Même ça, ils ont mis que c'était pas copié intégralement. Donc là, il n'y a pas de, là c'est très bien, il n'y a pas de problème. Le fait que ça soit deux phrases, c'est pas un problème. Quoi. Non, c'est pas le fait que ça soit deux phrases, mais c'est deux paragraphes. Ah, ouais, ouais. Non, pardon. Là, c'est moi qui les ai mis les paragraphes pour rendre plus lisible. Donc, ok. Donc là, effectivement, l'extrait est passé entre guillemets, la source est citée, donc pas de problème. Quoi. Celle-là? Correct? Pas correct? Correct? Oui, oui. Effectivement correct. Vous avez la référence précise au texte à la page. Pour une part, c'est une paraphrase qui dit l'idée, et pour une part, c'est une citation exacte. Mais comme c'est dans une seule phrase, il n'y a pas la peine de répéter les deux fois. Donc là aussi, pas de problème. Il a choisi dans ce cas-là de ne pas reprendre tout parce que ça paraîtrait peut-être trop long de citer l'intégralité. Donc il a gardé en citation exacte ce qui lui paraissait le plus important et le reste il a résumé, mais résumé clairement l'idée et en disant bien que c'est Brody qui a dit ça et que c'est pas lui ou elle qui a trouvé ça tout seul. Quoi. Ok. Donc, voilà, l'idée là, c'était d'exercer un peu votre vigilance, parce que c'est pas si facile que ça. Hein. Vous voyez bien, ça demande qu'on ne peut faire ça que si on a les sources très précises. Donc, encore une fois, si on a des bonnes notes de lecture, on va pouvoir faire ça proprement. Si on a fait ça un peu façon, en prenant des idées, pas forcément les citations exactes, des trucs importants, pas les notes, pas les pages, etc., il y a de fortes chances que, volontairement ou pas, on retombe dans des formes de plagiat. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu délicates aussi. Eh bien, oui, les femmes, contrairement une poignée de représentants dans la classe des légendes politiques, en même temps, c'est quelque chose qui est assez vrai un peu partout, et c'est pas forcément que Brody qui l'a dit, quoi. Vous voyez, donc qu'est-ce qui relève soit de vérité suffisamment générale pour qu'il n'y ait pas besoin d'indexer à une référence, qu'est-ce qui relève de choses qui sont largement connues, qu'est-ce qui justifie ou nécessite une citation. C'est pas toujours simple d'arbitrer entre ça. On peut pas, c'est pas très forcément, il n'y a pas ce qui nécessite ce qui est une citation, ce qui n'en est pas. Il y a des choses, c'est pas toujours simple. J'aurais dû vous mettre ça. Je ne sais pas si vous connaissez Lucky Luke, la bande dessinée Lucky Luke. Voilà, il y a le Jesse James. Vous connaissez l'album de Jesse James avec la bande. Et dans la bande de Jesse James, il y a un des bandits qui est féru de littérature et qui passe son temps à citer Hamlet. Et c'est tout juste s'il dit « Bonjour, Hamlet, acte 3, scène 2 ». Bon, pour dire bonjour, ou alors il fait beau aujourd'hui, c'est pas la peine de citer Hamlet, quoi. Hein, faudrait que je mette l'image la prochaine fois. Donc c'est un petit peu aussi le dilemme, quoi. Dans le champ de la recherche de l'ensemble social sur le foncier, le fait que le foncier soit un rapport social entre les gens, c'est acquis, quoi. Donc peut-être que dans certains cas, on peut considérer que c'est acquis dans le champ, donc c'est pas la peine de référer. Vous voyez ? Parce que sinon, effectivement, à chaque phrase et à chaque mot, vous allez mettre des citations. Donc, c'est une vigilance. Hein.
Il n'y a pas de règle absolue, c'est une vigilance que vous devez avoir dans l'écriture, et de vous dire effectivement, cette idée-là, est-ce qu'elle est tellement générale et tellement que ça va de soi, c'est pas la peine? Est-ce que cette idée-là, ça vient vraiment de quelqu'un? Est-ce que c'est une définition précise et dans ce cas-là, il faut dire d'où ça vient? Est-ce que cet enchaînement d'idées, je l'ai emprunté à quelqu'un? Voilà, c'est vraiment une vigilance qu'il faut avoir dans l'écriture pour pouvoir être rigoureux et à la fois rendre justice aux gens qui ont travaillé ça avant vous, aux gens qui vous ont aidé à structurer votre analyse et ne pas vous approprier indûment leurs travaux. Ok? Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur la séance de ce matin ou d'autres points que vous voudriez qu'on discute avant de clore la séance et la semaine. Observation, de remercier pour la générosité intellectuelle. Dans l'enseignant, nous avons ce que c'est produire un peu de savoir, de transmettre la connaissance. Moi, nous savions très intéressant. Beaucoup de questions. Et une suggestion aussi, il serait bon que les étudiants de sciences politiques soient beaucoup plus présents et qu'ils nous fassent part de leurs travaux de mémoire et de thèse. Et là, ce serait bien de tout à fait. Merci. Merci encore. Oui. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu le modèle d'analyse? Parfois, j'ai lu certains ouvrages mythologiques, mais je n'ai pas réussi à saisir la quintessence de ces choses. Par exemple, parfois on dit le modèle d'analyse, c'est la théorie des théories auxquelles on s'appuie pour analyser notre corpus. Parfois, nous rencontrons des problèmes. Le modèle d'analyse. D'articuler la théorie, le modèle d'analyse et l'interprétation théorique, comment manifester ce modèle. Ouais. Il y avait un collègue de sociaux qui a présenté hier qui m'avait posé la question tout à l'heure à l'arrivée. Moi, j'utilise pas cette notion de modèle d'analyse et dans le champ de socio-anthropologie, on l'utilise pas vraiment parce que on est dans une démarche, effectivement, on essaie d'avoir une démarche plus inductive, on dit, où du coup on fait émerger les questionnements et les interprétations du terrain, en tout cas d'un va-et-vient un peu permanent, quoi. Donc du coup, je ne suis pas complètement calé sur qu'est-ce qu'on appelle et qu'est-ce que vous appelez ici modèle d'analyse. Il y a toute une section sur le modèle d'analyse dans ce manuel-là. Il est disponible quelque part où je pourrais peut-être faire photocopier cette section-là, si c'est utile. Les modèles d'analyse, on les enseigne. Ils savent bien que nous traitons les modèles, nous les abordons dans presque l'essentiel des cours qui sont dispensés. Ce sont les théories générales explicatives. Vous avez parlé des élections. On a deux modèles d'analyse. Les analyses psychosociologiques et les analyses économiques, n'est-ce pas, stratégiques. Et donc, je crois que c'est beaucoup plus dans l'interprétation des données, après avoir fait la collecte des données, on confronte, et le modèle d'analyse peut être une illustration ou un argument confortatif. C'est à ce niveau-là qu'on met en perspective les théories explicatives, partant bien sûr de l'induction du terrain et en fait d'interprétation. Donc, le modèle d'analyse vient en appui de l'interprétation des données collectées sur le terrain.
Donc il vient, vous le définissez quand même entre la problématique et l'enquête au départ. Oui, Hein? on Parce est que pas dans l'introduction. c'est l'intermédiaire finalement qui permet d'opérationnaliser la problématique en disant, ben voilà, on peut analyser telle et telle variable et les liens entre ces variables-là. C'est Ça, dans donc, c'est un- l'introduction. Je crois qu'il n'y a pas de consensus sur la place, là où on doit insérer le cadre théorique ou le modèle d'analyse. Il doit figurer dans l'introduction. Et ça permet de mieux circonscrire la perspective, de ne pas aborder toutes les théories. C'est surtout cela. Et c'est dans l'introduction. Je crois que Campbell Howe, il a bien montré l'organigramme, la question de recherche, la question de départ, et la plupart des auteurs aussi reviennent sur le cadre théorique. C'est dans l'introduction. Donc c'est un peu l'opérationnalisation des grilles théoriques à votre objet. Donc quelles sont, du coup, les variables sont considérées comme étant importantes et les liens entre elles. Et c'est ça, du coup, qui va être, qui vous aide à structurer votre questionnement ou votre questionnaire, si c'est un questionnaire. Et du coup, ensuite, effectivement, l'analyse des données permet de valider ou de le questionner, de l'affiner, de l'approfondir. C'est ça? Oui, c'est Dans l'introduction, on dit souvent obligatoirement qu'on puisse aller en matière par le conceptuel dans l'introduction. Est-ce que vous pouvez là-dessus? On dit pas de théorie, c'est pas de conceptuel. c'est pas compris parce que les concepts, on a des concepts et les théories. C'est différent. Les concepts, c'est la sémantique, l'approche sémantique, les définitions des concepts fondamentaux. Si c'est par exemple sur le comportement électoral, vous savez, l'élection c'est quoi, le vote c'est quoi, le fait électoral c'est quoi, le phénomène électoral c'est quoi. C'est les concepts. C'est le sens des concepts en relation avec la discipline sociologie électorale. Maintenant, les théories, c'est les résultats auxquels sont parvenus les chercheurs. C'est un peu l'épistémologie de la sociologie électorale. Et vous montrer les résultats auxquels les chercheurs sont parvenus. C'est les deux disciplines. Si c'est la sociologie électorale, là c'est différent. Des concepts qui sont des notions à éclairer, à préciser. Sachant qu'il y a des définitions, effectivement, comme vote, etc. Il y a des concepts qui sont plus des concepts analytiques et qui, là, sont liés aux théories. Si vous vous situez dans la théorie de Bourdieu, en sociologie, là, vous allez parler d'habitus, vous allez parler de champ, vous allez parler de ces mots-là. Parce qu'il a une certaine façon de définir ces mots-là, et c'est vraiment au cœur de son analyse. Et des sociologues qui travaillent dans d'autres perspectives ne vont pas utiliser le terme d'habitus. Là, c'est un concept qui est vraiment lié à une théorie, un schéma théorique particulier. Pour faire une articulation ou autre articulation en sciences sociales, il y a des concepts qui balisent un peu une méthode quantitative et d'autres concepts qui requièrent ou suggèrent une analyse qualitative. Ça aussi, c'est important par rapport à la méthode envisagée. Il y a des variables qualitatives, des variables quantitatives. Par rapport aux concepts étudiés, il y a des concepts qui se prêtent beaucoup plus à l'analyse quantitative que d'autres concepts. Là, c'est à vous de voir comment les deux aspects. Donc, on se retrouve dans 3 semaines, je crois, le 17, 18, 19 pour la deuxième salve de séance.
Est-ce que la façon dont j'essaie de gérer des apports un peu théoriques ou des espèces de principes, et puis des exemples, des illustrations, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce qu'il y a des choses, vous dites, ça serait bien d'essayer de faire évoluer un petit peu la façon dont j'organise mon propos, quoi. Non? Ça va? Ça fonctionne bien comme ça? D'accord. Bon. D'accord. D'accord. Très bien. Bon, eh ben, bonne fin de semaine et puis dans 3 semaines.